De 1922 à 1991, l'Union soviétique a régné sur de vastes étendues du monde oriental et n'avait pas son pareil lorsqu'il s'agissait de concevoir des constructions massives et non conventionnelles. Dans la première partie de cette série, on a examiné leurs chars laser, leurs monstres marins mécaniques et même leurs forteresses volantes. Mais ce n'était que la partie émergée de cet iceberg rouge. Des chars aéroglisseurs aux sous-marins volants en passant par les hélicoptères triangulaires. Attachez vos ceintures, camarades, car nous allons découvrir d'autres machines encore plus époustouflantes conçues par l'Union soviétique. Le Overtank. En 1959, l'ingénieur britannique Christopher Cockerell a voyagé de Douvres à Calais à bord de son aéroglisseur expérimental, ce qui a conduit beaucoup de gens à le considérer comme le père fondateur de la technologie des aéroglisseurs. Mais en réalité, le concept de l'aéroglisseur a été lancé pour la première fois en Union soviétique en 1935 par l'ingénieur Vladimir Levkov. Après plusieurs essais concluants de la technologie des coussins d'air mécanisés sur des terrains difficiles tels que des marécages et des zones inondées, Levkov a pris conscience du véritable potentiel de cette technologie. C'est ainsi qu'en 1937, le prototype du L5 a vu le jour. Ce torpilleur était composé d'une coque entièrement en duralumin, d'une cabine vitrée, d'une tourelle équipée d'une mitrailleuse et de grandes ailerons arrière. Suite au succès des essais, Levkov a décidé d'aller encore plus loin dans le développement de sa technologie. Au-delà d'un simple véhicule d'assaut, il a proposé l'idée d'un char aéroglisseur entièrement fonctionnel. Une maquette à l'échelle 1/4 a été réalisée, et même si elle était minuscule, elle avait l'air terrifiante. Selon les spécifications proposées, le char devait mesurer 10 mètres de long, pouvoir flotter jusqu'à 25 cm au-dessus du sol et être équipé d'une tourelle abritant une mitrailleuse. Deux moteurs M25 lui fourniraient une puissance de 1450 chevaux avec un poids d'un peu plus de 9 tonnes. Cela lui permettrait d'atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. Étant donné que la plupart des chars modernes ne peuvent atteindre qu'une vitesse maximale de 72 à 80 km/h, il s'agissait d'une avancée monumentale. Si sa vitesse en aurait fait un engin rapide et tout-terrain, il présentait toutefois un inconvénient majeur. Pour pouvoir l'éviter, son poids devait être réduit, ce qui signifiait que son blindage ne mesurait qu'un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur, ce qui en faisait une cible facile pour l'artillerie anti-char. Malheureusement, il n'a donc jamais été développé en un prototype à part entière. Cependant, dans les années 60, ces recherches ont contribué à inspirer le développement de l'Object 760. Cette maquette fonctionnelle était tout ce que le char à suspension magnétique original espérait être, mais en plus impressionnant. Au lieu d'une mitrailleuse, cet engin était équipé d'un canon 2A28 de 73 mm comme armement principal et pouvait léviter suffisamment haut pour éviter les mines anti-char, ce qui le rendait parfait pour les missions de reconnaissance. Malheureusement, l'Union soviétique s'est effondrée en 1991 avant qu'il ne puisse être mis en production. Si seulement ils avaient eu une flotte de ces engins pour amortir leur chute. Le char Mendeleïv. La conception des chars a beaucoup évolué au fil des années, et rien ne le montre mieux que l'un des premiers chars russes qui ressemblait à une boîte à chaussures. En 1911, un peu plus d'une décennie avant la création de l'Union soviétique, le char Mendeleïv Rybinsk a été conçu. Vous comprenez pourquoi je l'ai confondu avec une boîte à chaussures, non? Même s'il s'agit d'une boîte à chaussures de 12,8 mètres de long et de 9,7 mètres de large, cette unité rectangulaire, dotée d'un blindage de 100 mm d'épaisseur, était conçue pour transporter 8 membres d'équipage qui actionnaient le canon canet de 120 mm fixé à l'avant, ainsi que la mitrailleuse légère située dans la tourelle sur le toit. Le canet pouvait pivoter de gauche à droite ainsi que vers le haut et vers le bas et était équipé d'un système de recul spécialisé au lieu d'un support fixe, ce qui le rendait incroyablement sophistiqué pour l'époque. Mais la partie la plus sophistiquée de cette conception était son système de propulsion. Outre l'utilisation de chenilles continues, il employait une suspension à piston pneumatique permettant à chaque roue d'être abaissée ou relevée à la hauteur requise par le terrain. Cela signifiait également que l'ensemble du char pouvait se retrancher si nécessaire, le transformant en une forteresse mobile. De plus, il était également censé être combiné à un dispositif permettant à l'ensemble de la machine d'utiliser les voies ferrées afin qu'elle puisse se déplacer seule ou être remorquée par un train. Pour une grosse boîte métallique avec un canon fixé à l'avant, tout ça semble incroyable. Sauf quand on regarde son poids, qui était de 173 tonnes. Si on considère que la plupart des chars modernes pèsent environ 60 tonnes, ce mastodonte était presque 3 fois plus lourd, ce qui le rendait extrêmement lent et difficile à manœuvrer. Pour cette raison, le projet n'a littéralement jamais vu le jour. Il n'a pas réussi à obtenir le soutien financier des bailleurs de fonds et du gouvernement, et est resté à l'écart du projet sur le papier. Eh bien, si vous voulez fabriquer un prototype plus petit et plus léger, puis-je vous suggérer une boîte à chaussures, de la paille et de la superglue? Le T-42.
En 1951, les États-Unis ont produit un prototype de char appelé T-42. Pesant 36 tonnes, ce char moyen a été conçu pour être une version plus lourdement blindée du célèbre char M46 Patton. Mais il est intéressant de noter que le T-42 partageait en fait son nom avec un char soviétique conçu en 1930. Mais ce dernier n'avait rien de moyen. Régalez vos yeux avec les schémas de ce qui aurait été un monstre de 112 tonnes. Le char super lourd T-42 avec un poids aussi important, on estime que la longueur du char aurait été d'environ 18 mètres, tandis que sa largeur aurait été d'environ 3,6 mètres. Outre le fait qu'il était 2 fois plus grand et plus lourd que les chars standards de l'époque, la caractéristique remarquable de ce monstre bizarre était le nombre impressionnant de tourelles fixées à l'avant. Divers schémas d'armement montrent que certains modèles comportaient 3 tourelles, d'autres jusqu'à 5, mais presque tous étaient équipés d'un canon de campagne de 107 mm 1910-30 comme armement principal. Les tourelles les plus petites abritaient des canons anti-chars de 45 mm et jusqu'à 5 mitrailleuses DTM. Tandis que le blindage de l'engin lui-même, du moins à l'avant, avait une épaisseur d'environ 9 cm. Ce véhicule était pratiquement une forteresse roulante, propulsée par plusieurs moteurs diesel développant une puissance d'environ 2000 chevaux. Si l'on considère que la plupart des chars modernes développent entre 1200 et 1500 chevaux, c'est énorme pour un char conçu il y a près de 100 ans. Le seul problème, c'était que cela ne suffisait pas pour rendre le char pratique. Même si on estimait que ces moteurs lui permettraient d'atteindre une vitesse d'environ 27 km/h, cette estimation était probablement optimiste. La vitesse maximale plus réaliste étant seulement de 19 km/h dans le meilleur des cas. Ainsi, même s'il disposait d'une puissance de feu importante, il manquait cruellement de mobilité, une qualité tactique sur laquelle comptaient les chars de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez un peu cet engin essayant de franchir un pont. Compte tenu de son manque de praticité et du coût élevé de sa construction, ce monstre n'a jamais dépassé le stade de prototype. Malgré tout, il a certainement fait baisser la cote du T-42 américain. Le MAZ 2000. Si la plupart des conceptions soviétiques les plus folles ont été réalisées à des fins militaires, il en existe au moins une qui a été conçue dans un but plus commercial, le MAZ 2000. Attendez, n'avons-nous pas déjà parlé d'un certain camion MAZ dans la première partie de cette série? Vous vous souvenez ces camions de 30 mètres de long en 24 x 24? Eh bien, il s'avère que ce n'était pas tout ce que fabriquait MAZ à l'époque de l'Union soviétique. En 1985, l'entreprise a commencé à développer le MAZ 2000, également connu sous le nom de Perestroïka, un tracteur routier semi-remorque qui a fait sensation lors de sa présentation au Salon de l'Automobile de Paris en 1988. Contrairement aux autres camions de l'époque, le MAZ 2000 était basé sur une conception modulaire. Cela signifiait que son moteur, sa boîte de vitesse et même ses essieux étaient tous montés sur des chariots amovibles qui pouvaient être remplacés et reconfigurés en fonction de la tâche à accomplir. La carrosserie du camion était en fibre de verre et grâce à la faible résistance à l'air de sa conception, le camion pouvait atteindre une vitesse maximale d'un peu plus de 130 km/h. Après son succès au Salon de l'Automobile de Paris, le MAZ 2000 était prêt à révolutionner la conception des camions dans le monde entier. Mais 3 ans plus tard, en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. Le financement s'est soudain tari et MAZ n'a tout simplement pas pu réunir les fonds nécessaires pour mettre le camion en production. Les 2 prototypes construits pour ce salon automobile ont été conservés à Minsk, où ils se trouvent encore aujourd'hui. À mon humble avis, le design de ces camions reste tout simplement incroyable. Le 1000 V12. En matière d'hélicoptères historiques, l'Union soviétique était les rois incontestés des cieux. Dans les années 60 et 70, plus c'était gros, mieux c'était. Par exemple, le 1000 Mi-26 est le plus grand hélicoptère de série du monde, avec une capacité de charge utile de plus de 25 tonnes. Le 1000 Mi-10 détenait plusieurs records du monde pour la charge utile la plus lourde transportée à la plus haute altitude. Mais aucun de ces mastodontes ne pouvait rivaliser avec le 1000 V12. Il s'agit littéralement du plus grand hélicoptère jamais construit. Et je dis bien jamais. Composé d'un fuselage de 37 mètres et d'une envergure de 67 mètres entre les 2 pales du rotor de chaque aile, ce monstre pesait plus de 76 tonnes. Et tout ça à vide. Malgré son poids immense, ces 2 rotors alimentés par 2 turbomoteurs Soloviev D25F lui permettaient d'atteindre une vitesse maximale de 257 km/h avec une autonomie de 500 km. Il était conçu pour être l'hélicoptère de transport lourd du futur, capable de transporter des missiles balistiques intercontinentaux vers des régions reculées afin de les dissimuler. Mais le V12 présentait des limites assez importantes. Tout d'abord, il fallait un équipage de 6 personnes pour le piloter et un cockpit à 2 niveaux pour le faire fonctionner. Cet équipage se composait d'un pilote, d'un copilote, d'un mécanicien navigant et d'un ingénieur électricien dans le cockpit inférieur, tandis qu'un navigateur et un opérateur radio se trouvaient dans le cockpit supérieur, d'où ils bénéficiaient d'une meilleure visibilité.
Bien que son développement ait été approuvé en 1962, les essais de ce nouveau système à double rotor ont pris 6 ans pour être perfectionnés. Et à ce moment-là, l'objectif sur lequel il avait été initialement conçu n'existait plus. Les nouveaux satellites américains pouvaient repérer les sites de stockage des missiles depuis l'espace, rendant la tactique de dissimulation à longue portée quelque peu inutile. Ainsi, cet hélicoptère de la taille d'un avion de ligne n'a jamais été mis en production et seuls 2 prototypes ont été construits. On peut dire qu'il n'a vraiment pas réussi à décoller. Le MiL Mi-32. Si la conception d'un hélicoptère à 2 rotors principaux était une idée assez novatrice dans les années 60, celle d'un hélicoptère à 3 rotors principaux est, même aujourd'hui, tout simplement folle. Pourtant, ça a failli devenir réalité en Union soviétique lorsque le concept du MiL Mi-32 a été présenté en 1982. Ouais, il s'agit bien d'un triangle isocèle avec une pale de rotor fixée à chaque sommet. Apparemment, cet hélicoptère à l'allure folle a été conçu à des fins militaires pour servir de transporteur ultra lourd, un peu comme une grue volante. La cargaison, pesant jusqu'à 60 tonnes, serait transportée sur une élingue externe fixée à chacune des 3 nacelles, qui seraient elles-mêmes reliées entre elles par des poutres. Les 2 poutres fixées au cockpit mesuraient 40 mètres, tandis que la troisième ferait 36 mètres de long, chacune pouvant accueillir des réservoirs de carburant et des équipements. Les rotors eux-mêmes étaient conçus pour être alimentés par 2 turbomoteurs D136 chacun. Avec les 6 unités fonctionnant simultanément, le Mi-32 aurait une puissance d'environ 60 000 chevaux, lui conférant une autonomie de plus de 1200 km et une vitesse maximale de 225 km/h. Pour quelque chose qui semble avoir été conçu dans Minecraft, c'est pas si mal. Il a été soumis à l'approbation du Conseil des ministres soviétiques et du Comité central, mais malgré des retours prometteurs, aucune décision officielle n'a jamais été prise. Malheureusement, le Mi-32 n'a donc jamais dépassé le stade du prototype et a été destiné aux archives comme un autre concept mécanique soviétique farfelu. Mais si vous voulez mon avis, le plus fou dans tout ça, c'est qu'on ait appelé ça le MiL Mi-32 et non un Fly Eagle. Le VVP-6. Bon, 3 rotors, c'était déjà considéré comme complètement fou. Personne en Union soviétique n'était assez fou pour concevoir un aéronef avec encore plus de rotors, n'est-ce pas? Eh bien, apparemment si. Lancé par le bureau Yakovlev au milieu des années 60, le projet GDP-6 proposait la construction d'un hélicoptère lourd à plusieurs rotors conçu pour transporter des charges spéciales. Le résultat? Le VVP-6, un fuselage de 48 mètres de long et 6 mètres de large, soit à peu près la longueur et la largeur d'un Boeing 777 équipé de 6 pales de rotors. Ces rotors seraient alimentés par 24 turboréacteurs, 12 de chaque côté, et 4 moteurs alimentant chacun les 6 contre-rotors. Ces rotors pourraient tourner dans différentes directions pour stabiliser l'appareil, le ralentir ou lui permettre de virer, ce qui rendrait inutile la présence d'une queue. Malgré tout, sa forme allongée et sa conception peu aérodynamique lui auraient valu de voler comme une brique. La poussée générée par les rotors lui aurait permis de transporter jusqu'à 50 tonnes de fret, ce qui était parfait pour 6 missiles sol-air à tête nucléaire qui pouvaient être facilement logés à côté d'un appareil conçu pour les lancer depuis le véhicule lui-même, même en plein vol. Mais ce n'était pas la seule chose qu'il pouvait transporter. La plateforme qui était fixée pouvait être remplacée, ce qui lui permettait de transporter des troupes, des fournitures, voire des avions en fonction de la tâche à accomplir. Cela signifiait que cet engin pouvait être transformé en un véritable hélicoptère porte-avions comme dans le film Marvel. Malheureusement, pour le Nick Fury soviétique en herbe, ce projet a suivi le même chemin que le Mi-32 et le Mi-12, car le besoin initial de transporter rapidement des missiles de ce type a été résolu par d'autres moyens. Malheureusement, le VVP-6 n'a jamais vu le jour sauf sur le papier, et plus tard, dans le film Avengers. L'Antonov AN-14SH. Dans la première partie de cette série, vous vous souvenez peut-être que nous avons examiné le M15 Belphégor, conçu pour remplacer le vieux fiable biplan AN-2. Si le Belphégor n'a pas décollé pour de nombreuses raisons, il n'était pas le seul remplaçant proposé pour l'AN-2. Découvrez l'AN-14, un avion utilitaire à 2 moteurs produit en 1966. Il a été conçu pour être simple à construire, à entretenir et à piloter. Le seul problème était que l'AN-2 était tout simplement trop performant, avec plus de 18 000 unités vendues à l'époque, dont certaines sont encore utilisées aujourd'hui. Mais il était obsolète et les soviétiques étaient déterminés à améliorer l'excellence. Pour donner un avantage au nouvel AN-14, ils ont donc ajouté quelques modifications. Et c'est là qu'intervient l'AN-14SH. Oui, c'est bien un coussin d'air géant fixé sous l'appareil. Au lieu d'un train d'atterrissage, cet appareil était équipé d'un aéroglisseur monté sous le fuselage. Cela a amélioré considérablement ses capacités d'atterrissage par rapport à l'AN-2, lui permettant d'atterrir sur l'eau, dans les marécages, sur la glace, pratiquement n'importe où. Mais il y avait un compromis majeur, la simplicité au profit de la nouveauté. Les pilotes d'essai se sont plaints du fait qu'il fallait savoir comment manœuvrer l'avion au sol.
Et le système d'aéroglisseur lui-même occupait une grande partie de la capacité de l'avion, réduisant sa charge utile maximale et perturbant l'aérodynamique. Les essais se sont poursuivis jusqu'en 1986, mais l'AN2 l'a emporté et le projet a été abandonné. Espérons qu'il ne soit pas tombé du ciel. Sous-marin de classe Typhoon. La puissance mécanique de l'Union soviétique détient des records mondiaux dans le domaine aérien, avec la construction du plus grand hélicoptère et des plus grands avions jamais construits. Mais elle règne également sous les vagues grâce à la création, dans les années 70, de l'énorme sous-marin à propulsion nucléaire de classe Typhoon. Les Typhoons sont les plus grands sous-marins jamais construits. Il suffit de voir à quel point l'équipage est minuscule en comparaison. Avec une longueur de 175 mètres, ces sous-marins sont plus longs que la hauteur du Washington Monument. Une fois sous l'eau, ce monstre marin surdimensionné peut déplacer environ 48 000 tonnes d'eau. À titre de comparaison, les sous-marins américains de classe Ohio, les plus grands construits pour la marine américaine, ne déplacent qu'environ 19 000 tonnes. Avec une telle taille, le sous-marin peut accueillir confortablement jusqu'à 160 membres d'équipage immergés pendant des mois. Et quand je dis confortablement, je veux dire confortablement. Ce sous-marin est si grand qu'il dispose de sa propre salle de jeu, d'une salle de sport, d'un sauna et même d'une petite piscine intérieure. Ouais, une piscine, à l'intérieur d'un sous-marin. Non, je ne suis pas sans remarquer l'ironie de la situation. Mais ce n'est pas tout, il y a également de la place à bord pour quelques animaux, comme des oiseaux et même un petit aquarium. Même le réfectoire semble très spacieux. Quand on regarde les autres modèles de sous-marins de l'époque qui semblent à peine avoir assez de place pour que les marins puissent dormir, le Typhoon est un véritable hôtel sous-marin en comparaison. Mais pourquoi l'Union soviétique aurait-elle construit un sous-marin aussi grand? C'était sûrement pas uniquement pour le confort de l'équipage. Eh bien, si on considère les missiles nucléaires intercontinentaux de près de 12 mètres de long et 40 tonnes que le sous-marin transportait en partie, alors oui, c'était bien pour cela. Coûtant plus de 30 millions de dollars chacun, jusqu'à 20 missiles nucléaires étaient également chargés à bord avec leurs lanceurs. Si on considère que 6 de ces méga sous-marins ont été construits, ils transportaient ensemble environ 3,6 milliards de dollars de destruction nucléaire à tout instant. Il est assez effrayant de penser qu'ils ont rôdé au fond de l'océan pendant des mois. Heureusement, une fois la guerre froide terminée, aucun autre sous-marin de ce type n'a été commandé ou construit. La plupart d'entre eux ont désormais été mis hors service et un seul reste en service actif. Mais ils devraient être mis hors service en 2026. D'ici là, qui sait où est-ce qu'ils pourraient se cacher? Le sous-marin volant d'Ushakov. Le concept du sous-marin volant est exploré dans les fictions depuis 1912, avec le livre bien nommé Flying Submarine, le sous-marin volant de Percy Westerman. Cependant, il s'agissait plutôt d'un sous-marin qui volait grâce à une petite hélice fixée à l'avant, ce qui ne correspondait pas exactement aux règles de l'aérodynamique. Mais en 1934, l'idée a été approfondie et concrétisée par Boris Ushakov, étudiant en ingénierie soviétique. Au lieu de concevoir un sous-marin capable de voler, il a proposé des plans pour un avion capable de plonger, transportant tout l'équipement d'un sous-marin classique. S'il fonctionnait, cet avion serait théoriquement capable de repérer les navires ennemis avant de plonger et de les prendre en embuscade, remplissant ainsi les fonctions des 2 machines de guerre en une seule. Il serait propulsé par 3 moteurs, tirerait des torpilles et serait même équipé d'une tourelle de commandement et d'un périscope, conformément à la conception traditionnelle des sous-marins. L'appareil s'envolerait vers la mer, atterrirait sur ses pontons comme un hydravion normal, puis inonderait les espaces situés à l'intérieur de ses ailes et de sa coque pour plonger sous les vagues. Sur le papier, il semblait être une machine étrangement parfaite, mais il y avait beaucoup de détails techniques à régler. Pour commencer, Ushakov n'a jamais précisé comment il comptait protéger les 3 moteurs radio de l'eau salée. De plus, le poids ajouté à l'avion pour le transformer en sous-marin l'aurait rendu lourd et lent. Cela signifiait que ses missions auraient pu être écourtées, les ennemis étant plus susceptibles de le repérer alors qu'il peinait à traverser le ciel. Bien qu'il existe de nombreux modèles et de maquettes de l'avion, il n'a jamais été construit en réel. C'est tellement déprimant que j'en ai le cœur serré. Le Niai RK. Parmi tous les éléments nécessaires au vol d'un avion, il en est un dont on ne peut vraiment pas se passer. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Les ailes. Les avions ont besoin d'ailes, peu importe leur taille. Les avions standards ont besoin d'ailes pour générer une portance. C'est ce qui rend le Niai RK-1 soviétique quelque peu atypique, car sur ce prototype d'avion construit en 1940, les ailes étaient conçues pour être rétractables. En effet, le fuselage de 8,5 mètres de long était équipé de 2 paires d'ailes tandem, petites et fines, avec des rails de guidage fixés sur les côtés et d'une aile télescopique à commande hydraulique qui se déployait au-dessus d'elle. Une fois déployée, la surface et l'air étaient plus que doublées, passant de 11,8 à 27,9 mètres carrés. Vous vous demandez peut-être pourquoi un avion aurait besoin d'ailes rétractables. Après tout, tous les autres avions se débrouillent très bien sans traiter les éléments essentiels au maintien en vol comme le toit d'une voiture décapotable.
Mais cette folie cache une petite méthode. Dans le monde de l'aviation, les atterrissages et les décollages sont beaucoup plus faciles à basse vitesse. Et pour cela, il faut de grandes ailes qui créent plus de portance à basse vitesse. Mais une fois en vol, les pilotes veulent minimiser la portance car celle-ci augmente également la traînée, c'est-à-dire la force qui s'oppose au mouvement de l'avion dans l'air. Ainsi, en rendant certaines des parties des ailes rétractables, il est possible de réduire la portance et d'ajuster les ailes pour atteindre des vitesses plus élevées en vol et des vitesses plus faibles lors des décollages et des atterrissages dans des endroits où les terrains sont plus difficiles. Vu sous cet angle, ça semble pas si fou. En fait, Joseph Staline, alors dirigeant de l'Union soviétique, était tellement intéressé par le projet qu'il a insisté pour que l'avion soit équipé du moteur le plus puissant disponible, le M106. Mais le M106 était un moteur expérimental qui présentait de nombreux problèmes de refroidissement. Cela signifiait que même si l'avion était achevé en 1940, il restait dans un atelier sans jamais voler, car le moteur était dangereusement peu fiable. Je sais que Staline était responsable de nombreuses atrocités, mais priver le monde de cette machine merveilleusement étrange était tout simplement diabolique. Le porte-avions Whig. Robert Bartini était un concepteur d'avions et scientifique soviétique qui s'est fait connaître pour certaines des conceptions novatrices de ses avions. Dans la première partie de cette série, on a présenté le Bartini-Beriev VVA-14, un véhicule à effet de sol qui ressemblait étrangement au père du Faucon Millennium de Star Wars. Aussi futuriste que cela puisse paraître, ce n'était alors que le début pour Bartini. Conscient du potentiel de cette conception, Bartini est allé encore plus loin et a proposé ce modèle monstrueux aux dimensions gigantesques. Il s'agit du porte-avions à effet de sol. L'effet de sol est utilisé par les avions dotés d'ailes et de fuselages spécialement conçus pour générer une portance lorsqu'ils sont proches de l'eau, ce qui leur permet de s'élever sur une sorte de coussin d'air situé en dessous. Ça confère au véhicule la vitesse d'un avion combinée au poids d'un navire. Le navire que Bartini avait en tête ici était un porte-avions à grande échelle. À son maximum, cet engin aurait pesé 5000 tonnes, mais aurait tout de même pu atteindre une vitesse de 500 km/h. Si on considère que les porte-avions modernes voyagent à une vitesse maximale d'environ 56 km/h, une telle vitesse aurait donné à l'Union soviétique un énorme avantage sur l'ennemi. Malheureusement, Bartini est décédé en 1974, peu après avoir proposé ses conceptions. Puis en 1991, la dissolution de l'Union soviétique a relégué ses conceptions au livre d'histoire. Qui sait, peut-être verrons-nous quelque chose de similaire dans la prochaine suite de Star Wars. Eh bien camarades, voilà ce qui conclut une nouvelle vidéo déjantée sur les véhicules soviétiques. Quel modèle vous a le plus marqué? Et lesquels aimeriez-vous voir dans la vraie vie? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.